L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour professeur Talq Hartani, merci d'être avec nous ce matin dans le studio de la chaîne 3. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie. Alors on va parler de la modernisation du secteur de l'agriculture, une urgence. Et lors de son entretien avec la presse nationale, le chef de l'État a affirmé qu'il était temps d'en finir avec les pratiques archaïques et faire passer le secteur de l'agriculture à l'ère de la modernisation. Alors à quel point le secteur de l'agriculture est-il en souffrance aujourd'hui? On fait un état des lieux avec vous ce matin. Bonjour chers auditeurs, bonjour Nasserine. Tout d'abord je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. En effet, je confirme que le secteur de l'agriculture était relativement en retrait par rapport à la question de la modernisation et de la numérisation, du fait qu'il recèle d'un potentiel énorme. Il y a beaucoup d'informations qui sont ignorées par les professionnels, par les acteurs du secteur en général, et qui pourraient être mobilisés grâce à une modernisation réfléchie et conçue pour le développement notamment d'un certain nombre de filières stratégiques. J'en donnerai des exemples tout à l'heure. Si vous pouvez nous les donner tout de suite. Quels sont les secteurs les plus en souffrance à cause de le fait que les pratiques soient toujours aussi archaïques? Je peux donner déjà trois exemples. Le premier, ça serait le secteur, en fait, la filière céréalière qui est stratégique. Et donc, pour connaître les stocks, les productions, les superficies, les prévisions en fonction de l'année climatique, parce que les prévisions de production peuvent être calculées quelques mois à l'avance selon les prévisions climatiques. Les capacités de stockage également, tout cela, si c'était modernisé et harmonisé, ça peut produire de l'information très utile et ça ferait un gain de temps et de finances important. Le deuxième exemple que je pourrais citer, ça serait la filière élevage. Oui. Donc il y a petit à petit des expériences de puces électroniques pour les ovins par exemple, qui permet d'enregistrer les transactions et les mouvements des cheptels, y compris à travers les frontières, et donc ça pourrait faire gagner au pays une sécurité alimentaire en viande rouge qui serait non négligeable. Alors c'est sur un des points sur lesquels le président de la République a insisté, la sécurité alimentaire du pays, et puis sortir un petit peu de l'importation régulière de ces produits-là. Est-ce que cette modernisation va aider vraiment à réduire la facture des importations dans le domaine de l'agriculture? Oui, tout à fait. Oui. Concrètement, je vais donner un exemple. Par exemple, pour tout ce qui est la mécanisation agricole, l'importation des machines, des pièces, etc. La numérisation, vous savez que la mécanisation, c'est un pilier important du développement moderne de l'agriculture. Donc aujourd'hui, dans les pays dits développés, notamment les puissances agricoles, je pense au Brésil, la Russie, etc. Il y a des machines agricoles performantes pour le labour, pour le semis, pour la récolte, pour l'épandage d'engrais, etc. Si on arrive à maîtriser cette technologie, si on arrive à maîtriser les datas nécessaires pour le fonctionnement, ça pourrait limiter l'importation de ce sous-secteur qui est très important et vital pour la modernisation de l'agriculture. En parlant toujours de la modernisation, le chef de l'État insistait sur la numérisation des données pour faire un diagnostic de l'état du secteur. Est-ce qu'il y avait véritablement un problème du point de vue des données que connaît le secteur? Effectivement, en fait, la construction de l'information au niveau du secteur de l'agriculture était basée par une accumulation des données au niveau local. On parle de la subdivision agricole, ensuite de la direction des services agricoles, ensuite des directions des services agricoles pour arriver à la production totale. Et donc, lorsque ces données ne sont pas numérisées, il peut y avoir des écarts entre les différentes versions qui sont produites, qui arrivent aux premiers responsables du secteur, et de ce fait, ils se retrouvent souvent ou parfois en contradiction avec la réalité du terrain. Alors que si l'information était numérisée et digitalisée, on pourrait avoir une seule information, donc elle serait unifiée, transparente, et puis qui serait tout à fait limpide, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas la changer.
Quel impact ça a sur le rendement agricole du pays, ce genre de problème de différence entre les données? Par exemple, par rapport à la production de certains produits agricoles. L'impact est énorme dans le sens où cela conditionne par exemple l'aide de l'État qui est très importante pour le secteur de l'agriculture. Je vous disais tout à l'heure que sur les 20 dernières années, l'Algérie a investi ce qui équivaut à 100 milliards de dollars pour le secteur de l'agriculture. Oui. Qu'a-t-on fait avec cet argent? Et s'il y avait la numérisation, toutes ces aides-là, ces contributions qui à 80%, je le rappelle, sont parties pour le sous-secteur de la céréaliculture, donc tout ce qui est blé, maïs, etc., donc alimentation de base du citoyen algérien, on aurait pu optimiser, améliorer l'efficience de ces finances, parce que finalement l'enjeu il est financé. Absolument. Oui. Est-ce que c'est aussi une question de traçabilité du budget? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes, pour l'Algérie de demain, c'est-à-dire l'Algérie du futur, nous sommes amenés à avoir une traçabilité, une meilleure gouvernance de nos finances, de façon générale, y compris dans le secteur agricole. Il n'y a pas de raison pour que le secteur de l'agriculture au sens large soit au retrait de ce mouvement. Alors, faut-il lancer une campagne de sensibilisation et comment le faire surtout pour les agriculteurs adeptes de l'agriculture, j'allais dire traditionnelle, qui sont dans une agriculture un peu plus traditionnelle et qui sont dans les régions isolées, on va dire? Là, vous ciblez une catégorie d'agriculteurs, par exemple, qui se trouvent soit dans les régions isolées, en région montagneuse ou au niveau de la steppe. Il faut en fait qu'il y ait des moyens de communication plus développés, parce qu'il y a la vulgarisation agricole qui doit jouer son rôle. Il y a aussi la formation, parce que ce sont souvent des jeunes qui s'investissent dans l'agriculture, soit qui reprennent les parcelles de leurs parents ou l'élevage de leurs parents. Et donc il faut quand même introduire, comme on a introduit le téléphone portable intelligent, on pourrait introduire certains outils, certaines applications qui indiquent par exemple les conditions climatiques, les conditions, les bons moments pour traiter, les bons moments par exemple pour faire certains types de travaux agricoles. Voilà, donc en fait, créer une connexion directe avec les directions locales de l'agriculture qui ne se sentent pas totalement isolées de ce point de vue-là. C'est ce que vous voulez dire? Oui, oui. L'agriculture, c'est d'abord une science du terrain. C'est un travail de terrain. En fait, l'innovation dont on parle, elle doit venir du terrain, elle doit se généraliser petit à petit. Il y a beaucoup, par exemple, de petits éleveurs qui ont 50 têtes et moins, qui font du bovin, etc., qui doivent pouvoir accéder à l'information, à la science et aux produits de la science, parce que ça leur permet de faire des gains au niveau de leur vie et aussi pour la collectivité, c'est-à-dire le pays. Est-ce qu'on ne doit pas... Enfin, c'est une question qu'on peut se poser, c'est une crainte que certains agriculteurs soient réfractaires à cette modernisation. Est-ce que cela est possible? Et quel est le rôle des associations agricoles au niveau régional dans ce travail de numérisation et dans ce travail de sensibilisation également? Moi, je pense que la modernisation est un mouvement dynamique irréversible et qu'on ne peut pas contester. Parce que les gains en productivité c'est énorme et l'intérêt objectif de tout investisseur c'est de gagner plus d'argent avec son travail. Donc les réfractaires seront amenés petit à petit à être marginalisés. Oui. Logiquement. Et donc le rôle des associations serait de rassurer d'abord et ensuite d'informer, de sensibiliser sur l'importance d'accéder à certains outils, par exemple sur la disponibilité des engrais, sur la disponibilité de certains intrants pour améliorer la production. Il n'y a pas de raison pour que dans certains pays analogues à l'Algérie, la numérisation ou la modernisation ait fonctionné. L'Algérie est un pays à vocation agricole depuis des millénaires. Il n'y a pas de raison pour que ça n'avance pas. Et quand on parle de numérisation et de digitalisation, évidemment que ça concerne et l'administration centrale et les exploitations agricoles. Oui, les deux vont de pair. C'est-à-dire que si l'un des deux est en retard, le résultat sera visible. Donc il faut d'abord que l'administration centrale soit avant-gardiste, c'est-à-dire que s'engage dans la numérisation des dossiers, de la réponse, ne pas trop tarder sur les doléances
souvent légitimes des professionnels, pour pouvoir débloquer des situations et éviter toutes ces allées-venues, toutes ces réclamations. Il y a un cadre réglementaire, il y a des outils de communication aujourd'hui modernes pour permettre aux fellahs sur le terrain d'exercer leur métier de manière apaisée et de manière convaincue. D'accord. On parle également de la centralisation des données. Est-ce que c'est important de centraliser les données ou de décentraliser également, que ça soit accessible au niveau des directions régionales? Parce que quand on entend centralisation des données, peut-être que ça peut faire peur. Oui. En fait, il s'agit là, une fois qu'on a commencé à digitaliser les données, cela devient un instrument de gestion stratégique. Et donc, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, ce serait de centraliser, mais permettre l'accès conditionné en fonction des besoins. Oui. Et donc, il faudrait sécuriser tout ce processus-là de la donnée agricole, de la donnée météorologique, de la donnée concernant les finances, etc. Ce sont des droits d'accès qu'il faut accorder aux uns et aux autres. Alors, pour tout cela, alors c'est un projet, c'est un chantier énorme qui est lancé par le nouveau ministre de l'Agriculture. Il a même annoncé sur ses réseaux qu'il y aura une campagne de recrutement. Quelles sont les nouvelles compétences dont a besoin le secteur de l'agriculture aujourd'hui pour, entre autres, la numérisation du secteur? Les nouvelles compétences nécessaires pour porter cette politique nouvelle introduite par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ce sont des compétences d'abord en agronomie générale, ensuite par rapport au numérique. Nous avons développé à l'université une spécialité qui s'appelle l'agriculture de précision, qui est un mix entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et l'agronomie. Et donc nous organisons par exemple des challenges 2 fois par an avec les élèves de l'école d'intelligence artificielle, par exemple sur l'identification de toutes les feuilles d'arbres au jardin d'essai. On passe 4 jours, on scanne 2 millions de feuilles et puis on essaie de créer un système automatique de reconnaissance ou un parcours type du visiteur en fonction du temps qu'il a, etc. Oui. Donc tout ça, ce sont des idées, mais les jeunes, je peux en témoigner, sont très aptes aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, à s'engager sur cette voie de la numérisation de l'agriculture. Et ces recrutements-là, lorsque ces jeunes-là arriveront au poste de responsabilité, ils seront munis d'une culture qui leur permet de faciliter beaucoup de choses aux éleveurs et aux producteurs qui sont sur le terrain. Et au niveau des administrations également. Tout à fait, les chefs de service, les directeurs, les sous-directeurs, etc. Alors, une dernière question brièvement, avant de passer au sommaire de l'actualité. Est-ce que les compétences vont être suffisantes pour arriver à réaliser ce projet-là? Il y a un énorme potentiel. D'ouest en est, du nord au sud, vous voyez que le nombre d'événements, le nombre de salons qui sont produits chaque année, il y a chaque jour, chaque fois, il y a chaque événement, on découvre des applications, des nouvelles possibilités. Donc, il faut faire confiance au génie, parce que c'est le génie, il faut laisser les ingénieurs exercer leur métier en fait. Il faut leur permettre de s'exprimer. Et on va en parler dans quelques instants, juste après le sommaire. On retrouve le professeur Tariq Hartani, directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie, et en parler du développement du secteur de l'agriculture, de la modernisation de ce secteur et de la numérisation des données. Merci professeur Tariq Hartani d'être avec nous. On va avancer dans le sujet, on va parler à présent du système national d'information agricole. Il sera mis en place dans les mois à venir, mais en quoi consiste ce système national d'information agricole? Le système national d'information agricole, c'est un ensemble de données dont dispose le secteur de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture est organisé en structures, en filières, en démembrement au niveau local. Et en fait, chacun de ces acteurs-là produit de l'information, produit de la donnée qui n'est pas forcément connue ou communiquée
sauf peut-être suivant une échelle verticale. Mais pour qu'elle soit valorisée, il faut que cette information soit stockée, organisée et produite de manière globale au chef hiérarchique, en fait, pour pouvoir l'utiliser, l'exploiter. Oui. Parce qu'il n'y a pas pire qu'une information qui dort, qui existe. Je peux vous donner des exemples. On a par exemple des bases de données de mesure de pluie sur 50 ans, sur, je sais pas, Mostaganem par exemple. Si on les utilise, on arrive à prévoir les années climatiques sèches, les années climatiques humides, etc. Mais si on ne les utilise pas, c'est une information morte et c'est une perte sèche pour le pays. Bien sûr. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question également, comment sécuriser cette information? Parce que ça sera des informations assez précieuses dans un secteur clé de l'économie algérienne. Qu'en est-il de la sécurisation de ces données? L'un des métiers émergents actuellement est la sécurité informatique ou la cybersécurité. Donc il faut être capable de recruter des ingénieurs ou des cadres compétents dans la sécurité des données. Parce qu'il s'agira ensuite de préserver en fait le patrimoine national en information. Il ne s'agit pas de se renfermer, il s'agit de protéger pour pouvoir utiliser les informations dont on dispose pour produire des politiques publiques efficientes, c'est-à-dire qui soient adressées aux véritables acteurs sur le terrain. Très bien. Il y a également une autre annonce qui a été faite par le nouveau ministre de l'Agriculture. Une conférence nationale sur l'agriculture est prévue fin octobre pour évaluer l'état du secteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce rendez-vous qui est très attendu par les professionnels? Effectivement, nous avons pris note de ce rendez-vous donc fin octobre pour l'état général du secteur de l'agriculture. En fait, ces événements, en fait, c'est pas la première fois qu'on fait les états généraux, mais peut-être qu'avec cette touche de fraîcheur et de modernisation, on peut orienter un peu ce bilan vers des perspectives qui soient plus ciblées. Parce que en fait, en croisant les données, nous savons quelles sont les insuffisances ou les faiblesses du secteur de l'agriculture, qu'est-ce qu'on importe le plus, qu'est-ce qui est très important pour le quotidien du citoyen au niveau de son alimentation, son équilibre au niveau bilan calorique, etc. Et donc, ces états généraux, ou ce bilan permettra de faire un focus en fait sur les points faibles et les points forts et en sortir avec, je l'espère, des conclusions pertinentes. Et quelles sont les priorités du secteur aujourd'hui, M. Hartani? Quelles sont les véritables priorités du secteur au-delà de la numérisation aujourd'hui? Moi, je pense que le secteur a besoin de s'armer avec des cadres compétents, bien formés et investis dans le développement du pays. Aujourd'hui, les universités algériennes produisent des cadres de bonne valeur qui peuvent apporter quelque chose. Peut-être que dans certains cas, il y a besoin d'un recyclage ou d'un calibrage de leur formation par rapport aux objectifs politiques du secteur, mais il a besoin de s'armer de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, si on regarde par exemple tous les ministères de l'agriculture en Afrique, on voit qu'ils ont des cadres, une bonne partie avait été formée en Algérie, donc ce sont des cadres qui sont à l'actualité, qui connaissent l'importance des filières stratégiques, qui développent des politiques publiques vraiment ambitieuses, avec, par exemple, regardons l'Éthiopie, un grand barrage, avec des niveaux de production importants. L'Éthiopie, qui souffrait de la famine il y a 40 ans, aujourd'hui, pratiquement, elle fait égal à égal au niveau de l'autosuffisance alimentaire par rapport à l'Égypte. Ce sont deux pays frères, mais qui, au niveau, la dynamique de la croissance agricole est différente. Voilà. Donc, l'Algérie devrait s'inscrire dans une nouvelle dynamique avec ces cadres compétents. Alors, une autre question, on va parler à présent des terres agricoles, de la culture saharienne, de l'agriculture saharienne. Le nouveau ministre de l'Agriculture a présidé ce samedi une rencontre nationale avec les investisseurs qui ont bénéficié de terres agricoles dans les wilayas du Sud. Et ces investisseurs ont soulevé sans concession certaines préoccupations, notamment le rôle et le renforcement du rôle des autorités locales dans l'accompagnement de leurs activités. Comment aider ces investisseurs et en encourager d'autres à exploiter les terres dans le sud du pays?
Le problème en fait de l'agriculture saharienne, néo-agriculture saharienne, parce qu'il y avait une agriculture préalablement qui était plutôt traditionnelle, qui produisait un équilibre, et en fait on souhaite avoir un développement rapide et important. Des terres importantes des superficies importantes ont été attribuées, mais elles n'ont pas toutes été exploitées. Oui. Faute peut-être de pistes, faute de alimentation en énergie, faute de disposer de l'eau, etc. Donc, au niveau local, l'une des clés de ces problèmes-là, c'est les autorités locales. Il faut que, au niveau des structures locales de l'agriculture, il y ait des responsables qui soient investis et formés et même recyclés pour pouvoir répondre à ce besoin. Il y a parfois, parce que la formation est quelque chose de très crucial, de très important pour faire face, par exemple, lorsqu'il y a des vents chauds qui soufflent au mois de mars du sud-ouest, oui, et qui mettent en péril, par exemple, toute une récolte de blé. Il faut que les autorités locales aident les agriculteurs à trouver des stratégies localement, en partenariat peut-être avec les universités, etc. C'est toute une stratégie nationale qu'il faut développer par rapport au Sud pour optimiser en fait les énergies, les efforts faits par les uns et les autres. Il a également été question d'une autre problématique, celle de l'accompagnement, dans le sens où d'absence ou d'insuffisance des infrastructures de base pour le développement de l'agriculture saharienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est-à-dire ces infrastructures de base? En fait, l'infrastructure de base, c'est beau, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ce sont en fait les accès, ce sont les endroits de stockage, ce sont l'électrification, ce sont le creusement des forages selon des normes universelles qu'il faut respecter. Il faut arrêter l'amateurisme, il faut professionnaliser chaque sous-métier dans ces projets-là. Ces problèmes-là étaient connus, il y a des efforts qui ont été faits, il faut reconnaître que ce sont des milieux difficiles. Vous savez qu'un vent violent dans le sud, il peut anéantir des heures et des heures de travail, mais il faut quand même, ces infrastructures de base, ce sont le socle sur lequel peut être bâti un projet agricole performant. Alors, on va revenir aux déclarations du chef de l'État concernant la sécurité alimentaire du pays. Est-ce qu'on peut arriver à cette autosuffisance alimentaire à moyen terme si on met en place cette fameuse stratégie dont vous parliez il y a quelques instants? Et qu'est-ce qu'il faut faire, surtout dans les filières clés? L'État algérien s'est déjà engagé dans des filières stratégiques, par exemple production de lait, notamment dans le sud, et production de céréales. Cette politique publique doit être consolidée, renforcée localement par des cadres compétents, parce que beaucoup d'exploitations agricoles manquent de cadres compétents, de conseillers agricoles techniques, etc. Ça fonctionne comme ça dans les pays qui ont réussi. Nous avons les États-Unis qui ont des climats aussi rigoureux, qui ont pu obtenir des résultats, la Russie également. Donc il y a une stratégie globale, donc c'est comme une école de formation qui puisse accompagner les acteurs de terrain, les producteurs, les investisseurs, l'agriculture entrepreneuriale à développer donc des itinéraires techniques qui donnent des niveaux de production stables et élevés d'année en année. C'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin de produire, par exemple, si je parle du blé, de 80 quintaux à l'hectare sur 5 ans, bon an, mal an. C'est le résultat donc des facteurs de production. Donc en sciences agronomiques, on exprime donc les facteurs de production donnent un rendement si on respecte un itinéraire technique précis. Très bien. Et qu'en est-il donc du processus de numérisation? Est-ce que vous pensez que sur le moyen terme, dans combien de temps les résultats, on va sentir les résultats de ce développement et de modernisation du secteur, si on voit toutes les actions qui sont menées actuellement pour atteindre cet objectif? Moi, je pense que du moment qu'on a décidé de s'engager dans la voie de la numérisation, les résultats vont être perceptibles à court terme. Maintenant, il faut de la continuité, c'est-à-dire qu'il faut que de campagne agricole en campagne agricole, qu'il y ait une évaluation perspective pour pouvoir améliorer les performances des uns et des autres. Parce que, en fait, selon toute la chaîne de l'administration centrale jusqu'aux producteurs de terrain, il y a
il y a des moments de faiblesse, enfin des failles qu'il faut corriger pour pouvoir numériser et produire l'information utile et efficace pour améliorer la production. Très bien. Alors, vous nous parliez en off tout à l'heure du projet Baledna et du fait que les compétences algériennes sont très recherchées, que ce soit par les professionnels algériens et même étrangers. Donc, même dans le cadre notamment de la coopération algéro-qatari, est-ce que vous pouvez nous développer ce point, s'il vous plaît? Oui, en fait, dans tout grand projet structurant, il y a besoin de compétences pour encadrer les activités. Je vous donne un exemple précis. Pour faire 250 forages en quelques mois, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter, des règles techniques. Et donc, il faut avoir un cadre qui est formé, qui vérifie, qui fait le suivi des travaux sur terrain, et surtout par rapport à la cadence qui est exigée. Donc, en fait, que ce soit le projet Baledna ou d'autres projets, il y a un manque important donc, de cadres techniques qui puissent fonctionner avec ces projets-là. Très bien, donc on parlait donc de la numérisation, de la récolte de données, de la mise en place d'un système national d'information. Et puis, qu'en est-il des rencontres sur le terrain avec les professionnels du secteur? On a vu que le ministre de l'Agriculture a déjà entamé des rencontres avec les professionnels ce jeudi. Qu'en est-il du rôle des associations et des groupes agricoles également? Quel est leur rôle dans ce processus de modernisation? Les associations agricoles, ce qu'on appelle les associations de filière, sont en fait le moteur du développement. C'est eux la matière vivante qui permet à l'agriculture de s'exprimer et de traduire les instructions en actes palpables sur le terrain. Très bien. Mais c'était donc c'était le dernier point qu'on développait avec vous, professeur Tariq Hartani, qui est donc directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie. Merci d'avoir été ce matin avec nous. C'est moi qui vous remercie.